Je vais reparcourir très brièvement un peu finalement le chemin que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons commencé ce semestre avec la séance d'intro et à nous interroger sur c'est quoi un présupposé. Un présupposé, c'est quelque chose qui est implicitement inclus dans une proposition, sans lequel la proposition ne pourrait pas être vraie. Si je crois à la réincarnation, ça veut dire que je présuppose que le corps et l'âme sont deux choses distinctes et que quand il y a le corps qui meurt, l'âme ne meurt pas et elle peut rejoindre un autre corps. Il y a plusieurs présupposés derrière mon idée de réincarnation. Et ce que je vous ai suggéré, c'est que derrière nos postures éducatives ou nos postures médiatiques, derrière nos dispositifs, nous avions un certain nombre de présupposés philosophiques. Nous avions une vision du bien, une vision de la vérité, une vision de la liberté, etc., etc. Et ce que je pense, c'est que mettre en évidence ces présupposés, en prendre conscience, ça permet une forme d'émancipation. En gros, le présupposé est une idéologie quand on n'a pas conscience qu'il formate nos représentations. Mais dès lors que nous prenons conscience des présupposés que nous-mêmes nous véhiculons, nous pouvons retrouver de la liberté, du pouvoir d'agir. On a abordé ensuite la partie épistémologie. L'épistémologie, c'est la partie de la philo qui s'interroge sur la connaissance, sur le vrai. Avec la question, pouvons-nous dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité ? Comment fonctionne la connaissance ? On a parcouru un ensemble de positions philosophiques, plus ou moins dogmatiques, plus ou moins relativistes, qui consistent à dire oui, il n'y a qu'une seule vérité, oui, il n'y a qu'un seul moyen de parvenir à la vérité, c'est le monisme, c'est une posture moniste, ou au contraire, il n'y a pas de vérité, ou bien c'est en multipliant les perspectives qu'on acquiert la vérité, c'est le pluralisme, etc., etc. Ce panorama nous permet donc de situer tout un ensemble de pratiques journalistiques et éducatives dans le rapport à la vérité, dans le rapport à la connaissance. Et puis, on a abordé la question morale, la philosophie morale, l'éthique. C'est la partie de la philo qui se demande c'est quoi le bien, comment parvenir au bien, dans quelle mesure est-ce qu'on est libre, dans quelle mesure est-ce qu'on est déterminé. Je vous ai dit, moi je ne pense pas qu'on soit 100% l'un ou 100% l'autre, je pense plus volontiers qu'on peut s'interroger sur, tiens, qu'est-ce qui nous détermine et dans quelle mesure est-ce qu'on peut récupérer du pouvoir d'agir par rapport à ça. Sur quelle base, par ailleurs, est-ce qu'on détermine ce qui est bien, ce qui est mal ? Il y a la posture déontologiste qui nous dit, ce qui est bien, c'est ce qui correspond à une loi universelle, genre ne pas tuer, ne pas mentir, c'est mal, par définition, ou bien la posture conséquentialiste qui nous dit quelque chose peut être jugé bien ou mal en fonction de ses conséquences, et notamment comment est-ce qu'on évalue les conséquences, c'est en fonction de critères tels que le plaisir, tels que la joie, par exemple, etc. Et nous voilà dans cette partie qui interroge les liens entre la connaissance et la morale. On va reparler un petit peu de la différence entre description et interprétation. Et puis on va se demander des liens entre finalement ce que nous croyons savoir, ce que nous croyons tout court, ou ce que nous savons tout court, et des dimensions finalement liées à notre agir pratique, notre agir humain. C'est-à-dire en gros, on va voir comment ce que nous croyons être notre pensée rationnelle, finalement, elle se base aussi beaucoup sur du socio-affectif. Et puis, on va se demander, est-ce qu'il faut savoir et que faut-il savoir ? Et ça, c'est une question morale. C'est une question morale et c'est une question épistémologique en même temps, puisqu'il est question de savoir. Donc, c'est vraiment ici l'idée de traiter des questions à l'intersection de l'épistémologie et de l'éthique. J'avais envie de vous montrer cette image.
et puis de vous montrer l'autre image, ça va, tout le monde l'a vu? L'image suivante, et de vous demander qu'avez-vous vu? Encore une fois, finalement, on peut faire des liens avec le constructivisme, l'idée que le cerveau humain a un rôle actif dans la construction de ses connaissances, même dans nos perceptions. En fait, notre perception, dès lors que nous prêtons attention à quelque chose, que nous portons notre attention sur quelque chose, potentiellement, on va louper d'autres infos. Et donc, la connaissance objective, indépendante de toute subjectivité humaine, finalement de toute activité humaine, c'est quelque chose qui est peut-être pas de l'ordre du réaliste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parvenir à décrire la réalité. Moi, je suis réaliste au sens où je pense qu'on peut décrire la réalité à l'aide de nos représentations, et en même temps, il y a toujours une activité humaine du sujet connaissant. Là, en l'occurrence, pas mal la pub. Le propos de la pub, c'est quand vous voyez quelqu'un qui a un gros truc entre les dents, vous loupez peut-être d'autres informations. C'est pas mal pour du fil dentaire. Je vous avais montré ce graphique par ailleurs, qui avait testé plusieurs variables. Donc, on avait pris un programme politique plutôt de gauche, un programme politique plutôt de droite. On avait dit à des gens, ce programme politique émane d'un décideur plutôt de gauche, ce programme politique émane d'un décideur plutôt de droite. On les avait pris eux-mêmes de gauche ou de droite. Donc en fait, on avait fait 8 groupes, à chaque fois on divise par 2. Programme 1, programme 2. Pour programme 1, décideur de gauche, décideur de droite. Pour programme 2, décideur de gauche, décideur de droite. Et puis pour programme 2, décideur de gauche, répondant de gauche, répondant de droite. Donc on avait 8 groupes, et on a demandé à ces 8 groupes, qu'est-ce que tu penses de ce texte? Et on s'est rendu compte que dans ces 8 groupes, l'appartenance politique présumée du décideur avait plus d'influence que la nature du texte sur leurs préférences. Donc en gros, si je suis de gauche et que le décideur est de gauche, je vais plus valider le texte, même si c'est un texte de droite, que si j'avais cru que le décideur était d'une autre appartenance politique. C'est plus compliqué que ça, c'est plus nuancé que ça, et en même temps, ça montre comment nos œillères, nos représentations initiales peuvent influencer notre rapport au monde, notre rapport finalement au savoir, notre rapport à l'information. Ici, le propos de faire les liens entre cognitif et socio-affectif, c'est de montrer que notre rapport à l'information est marqué par qui nous sommes moralement, est marqué par notre subjectivité, nos propres opinions préalables, nos propres représentations. Par ailleurs, il y a souvent des liens entre descriptif et normatif. Alors, je vous ai dit, l'attention descriptif-normative, vous pouvez la mobiliser dans plusieurs textes, dans plusieurs analyses. C'est de voir, en fait, dès lors qu'il y a dans un texte ou un reportage ou un podcast, quelqu'un qui dit « il faut faire comme ceci » ou qui a des propos, en fait, moraux qui ont une valence positive ou négative, qui dit « ceci c'est bien » ou « ceci c'est mal », eh bien, cette personne adopte un discours normatif. Parfois, ce discours normatif est implicite. Implicitement, cette personne a une idée de ce qui est bien, ce qui est mal. Mais parfois, c'est même explicite. Ici, je vous ai mis, par exemple, des couleurs différentes en fonction que le discours est plus ou moins descriptif, plus ou moins interprétatif ou plus ou moins normatif. Alors, en orange, pour moi, c'est l'interprétation. Les médias exercent une puissante influence sur les jeunes. Donc, on a des jugements. Les messages des médias contribuent à former leur perception de la réalité. Alors potentiellement c'est descriptif, mais c'est peut-être surgénéralisé, on ne sait pas trop de quoi ils parlent. Et puis quelque chose qui se veut plus descriptif. Alors il faut voir dans quelle mesure les sondages n'étaient pas orientés. Mais donc 75% regardent la télé tous les jours. Okay. Est-ce qu'on peut en déduire que ça exerce une puissante influence sur eux? Je ne suis pas sûr, mais soit. 48% possèdent leur propre télé, etc., etc.
ils ont besoin de développer des savoirs et des valeurs, une pensée critique et outils de gestion de communication. Là, on est dans du normatif. On est dans du devoir-être. Le descriptif, c'est de l'être, c'est ce qui est. Voilà, Julien Lecomte est en ce moment assis sur une chaise. Il faudrait éduquer aux médias, ça c'est du normatif, c'est du devoir-être. Les choses devraient être autrement. Les choses doivent être comme cela. C'est très différent de constater un état de fait et d'en déduire une règle morale. D'un côté, on est du descriptif, d'un autre côté, on est du normatif. Vous voyez la différence? Alors, par ailleurs, la connaissance s'inscrit dans le cadre de l'agir humain. Notamment, le fait qu'il y a des conditions de possibilité de la connaissance. En gros, la connaissance humaine, ça n'a pas de sens parler de connaissance si on ne postule pas qu'il y a des gens qui sont capables de connaître, qu'il y a des sujets connaissants, qui construisent d'ailleurs leur représentation, qui vont pouvoir saisir un monde, donc en gros une réalité, et la traduire dans un certain langage. Ce langage, ça peut être des dessins, ça peut être des symboles. En gros, quand je parle de connaissance humaine, d'office, il faut qu'il y ait un sujet humain, il y ait une réalité et il y ait une capacité du sujet humain à saisir cette réalité à travers une forme de langage, une forme de communication. Et donc tout ça, ça fait référence à une pratique humaine. En fait, il n'y a pas de connaissance humaine sans pratique humaine, donc sans dimension d'agir, et donc sans dimension morale. Par ailleurs, je vous avais dit le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle on peut parvenir à des vérités, on peut dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité, mais ceci, on ne détermine pas seulement en disant, ben voilà, dans l'absolu, il y a des vérités qu'on ne peut pas remettre en cause. On adopte des croyances plus volontiers en fonction de leur utilité, de leur fertilité. C'est-à-dire que moi, je crois dans la science. Généralement, un pragmatiste va croire dans une certaine vision de la science parce que ça permet de faire fonctionner des avions et que je peux faire confiance dans mon expérience du quotidien. Ça va me permettre d'agir sans me casser la gueule. Voilà, je crois que je suis assis sur une chaise et avant de m'asseoir dessus, j'ai pas vérifié, j'ai pas mis des plombes à vérifier qu'en fait c'était une matière solide sur laquelle j'allais pas me viander. En gros, au quotidien, on postule un certain nombre de choses. On postule qu'un certain nombre de choses vont fonctionner comme on attend qu'elles fonctionnent. Dès lors, en fait, on se situe en tant que pragmatiste. Par ailleurs, ce que je pense, c'est que la connaissance, je vous ai pris chaque fois l'exemple d'apprendre à compter, ou même on pourrait prendre un autre exemple, c'est apprendre à écrire. J'apprends à écrire, j'apprends à lire, parce que ça va me permettre de communiquer avec autrui, et du coup, d'augmenter mon pouvoir d'agir. Le savoir peut permettre d'émanciper les citoyens, d'émanciper les individus. Alors par ailleurs, je pense, comme notamment Bertrand Russell, c'est fou, donc je vous ai dit, c'est un philosophe des mathématiques, philosophe analytique du XXe siècle, gigantesque philosophe, il a révolutionné la philo et les maths, et on lui a demandé, s'il y avait juste deux choses, dans une interview à la BBC, s'il y avait deux choses que vous deviez dire aux générations futures, en gros, votre héritage intellectuel, vous diriez quoi? Et un des trucs qu'il a dit, c'est, la haine, c'est mal, et l'amour, c'est bien. L'amour, c'est sage, même, qu'il a dit. Et la haine, c'est stupide. Alors, c'est fou, parce que si c'est Miss Monde qui dit ça, on va se foutre de sa gueule, mais là, c'est quand même un des plus grands philosophes de l'humanité. Alors ça invite à se poser la question, quoi. Et en fait, ce qu'il nous dit après, c'est de se dire,
une des choses les plus importantes, un des plus gros enjeux dans nos sociétés, c'est d'apprendre à vivre ensemble alors qu'on n'a pas les mêmes croyances, alors qu'on a des gens qui pensent des choses qui nous déplaisent. C'est d'apprendre à vivre ensemble avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi et avec des idées potentiellement qui me déplaisent. Et donc là encore, c'est un lien entre la connaissance et la morale, c'est de se dire, nous n'avons pas tous les mêmes choses dans la tête, et pourtant nous devons vivre ensemble dans une société, dans un même monde. Alors la question de la tolérance, c'est une question morale. Et donc comment, sur une question de connaissance, sur une question de ce qu'on a dans la tête, finalement on se retrouve avec une question morale, la question de la tolérance, effectivement. Et donc se pose la question, que faut-il savoir ? Est-ce qu'il faut savoir des trucs ? Et il y a des pédagogues qui se sont posés la question. Il y a notamment Philippe Méreux qui a écrit un texte sur le savoir minimum à enseigner. C'est quoi le savoir minimum avec lequel nos jeunes devraient sortir de l'école ? C'est une question à la fois morale, mais à la fois pédagogique, quoi. Qu'est-ce qui est important, du coup ? Et quand je pose la question de en quoi c'est important, je me situe sur le plan moral. Je me situe sur le plan des valeurs. À quoi j'accorde de la valeur. Et donc, je vous ai encore mis, une fois n'est pas coutume, une illustration de Calvin et Hobbes. Calvin qui dit qu'il n'a pas envie d'aller à l'école et qui nous dit « Je sais déjà plus de choses que je voudrais en savoir. J'aimais mieux les choses quand je ne les comprenais pas. Le fait, c'est que je suis éduqué contre ma volonté et que mes droits sont piétinés. Est-ce un droit de rester ignorant ? Je ne sais pas, mais je refuse de le savoir, en gros. » Alors c'est super intéressant quand même parce qu'il met en perspective la question de la connaissance et la question du plaisir final. J'aimais mieux les choses quand je ne les comprenais pas. En quoi est-ce que c'est important ? En quoi est-ce que c'est plus important d'être émancipé que d'avoir du plaisir ? Alors moi, depuis que j'ai fait de l'analyse des médias un de mes domaines de prédilection, depuis que j'ai, comme vous, étudié la com, les théories de la com, la critique des médias, moi quand je regarde un JT, mais je pète des câbles. Il ne faut pas que je regarde un JT pour ma santé mentale. Et donc justement, alors ça m'intéresse d'ailleurs, je me souviens, j'avais des profs en secondaire qui me disaient « Lisez la presse, regardez le journal. Il faut vous informer sur le monde pour être émancipé, pour faire de meilleurs choix. » Moi, je peux vous dire que je connais un psy qui me dit « Moi, je conseille à mes patients qui sont déprimés ou qui sont anxieux, éteignez votre télé. » Qui a raison ? J'ai une opinion par rapport à ça. Mais ce qui est vraiment la question de fond derrière ça, c'est tiens, en quoi est-ce que c'est important et en quoi est-ce que c'est plus important même que d'autres valeurs ? Alors de nouveau, tu sais ce que j'ai constaté, Hobbes ? Eh bien, les choses ne foirent pas, ne te préoccupent pas, ne t'inquiètent pas si tu ne penses pas à leurs propos, si tu ne penses pas à elles. Et donc à partir de maintenant, je ne vais plus penser à propos de n'importe quoi que je n'aime pas. Et je serai heureux tout le temps. Et puis Hobbes lui fait, est-ce que tu ne penses pas que c'est une manière un peu idiote de voir les choses ? Quel joli après-midi. Donc en gros, il évite de penser à ce que Hobbes lui dit. Au moins, il est cohérent, Calvin. Et là, Hobbes met de nouveau en tension la question du bonheur quelque part, de la joie que Calvin peut éprouver, avec la question de la responsabilité. Oui, mais attends, se préoccuper de choses qui parfois ne sont pas agréables, à propos desquelles réfléchir, eh bien, c'est une responsabilité. Vous connaissez peut-être autour de vous des gens je m'en foutistes. Si vous êtes colocataire avec quelqu'un qui est je m'en foutiste, c'est peut-être pas super agréable. Vous auriez peut-être envie qu'il soit plus responsable.
A contrario, il aurait peut-être envie que vous pétiez un coup. Tout ça, en gros, c'est la question que faut-il savoir. On connaît par ailleurs de braves ignorants et des intellectuels immoraux. On connaît des gens qui connaissent beaucoup de choses, qui sont très cultivés, et qui en même temps, vous parlez avec eux, vous avez juste envie de les encastrer. Martin Heidegger, dont nous avons parlé en philo morale, qui était donc un philosophe du 19-20e, a soutenu publiquement le Troisième Reich, a soutenu les idées nazies. Non seulement le régime nazi, le Führer, mais aussi les idées. Or, c'était un des plus grands intellectuels du XXe siècle. De plus en plus, on a des éléments qui nous permettent de penser qu'il était ouvertement nazi. Même Kant, récemment, j'ai vu qu'il y avait des... ou même Platon, hein, Platon, il y a du racisme chez Platon, par exemple. Chez Kant, il y a du sexisme et du racisme. Et donc, voilà, en gros, il y a des gens qui sont des intellectuels. Alors, il y a des gens, peut-être, c'est des super ingénieurs, etc. Et en même temps, ben, moralement, il y a peut-être des choses qui chatouillent. On dit d'ailleurs toujours quelqu'un qui est ignorant, ben, il est gentil, quoi. Quelqu'un qui est un peu bébête, c'est quelqu'un qui est gentil, en fait. Ah, c'est marrant, on associe parfois l'intelligence, hein, d'ailleurs les grands méchants un peu charismatiques dans les séries, dans les films, en même temps ben, ils sont stratèges, ils tirent les ficelles, ils sont quand même plutôt balèzes au niveau intellectuel, mais en même temps ils sont méchants, quoi. Alors à ça, j'oppose une vision, la vision d'Arendt, qui est finalement de se rendre compte qu'on peut retrouver finalement peut-être aussi chez Jacquard, hein, dans le discours de Jacquard, c'est qu'il y a plusieurs types d'intelligence et qu'il y a plusieurs types de savoir. Et qu'on peut très bien être intelligent sur le plan théorique, c'est pas pour autant qu'on est intelligent sur le plan moral, c'est pas pour autant qu'on exerce ses facultés de jugement moral. Et Arendt nous dit, eh bien, nous pouvons développer des aptitudes au jugement moral, nous pouvons finalement entraîner le jugement moral, nous pouvons entraîner un autre type de savoir que juste la pensée calculatoire, la pensée stratégique, la pensée mécanique finalement. Par rapport à la question de savoir si on n'est pas plus heureux quand on ignore. Alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui est plutôt anxieux, qui est plutôt angoissé. Bah, effectivement, moi, d'entendre parler finalement des dégâts climatiques présents et à venir, bah, ça a plutôt tendance à me rendre moins heureux. Et en même temps, le savoir peut aussi être un outil de prise de distance. On a la notion de scolé, donc c'est la racine grecque pour dire école, qui voulait aussi dire c'est le temps de mise entre parenthèses des soucis du quotidien. C'est le temps où justement on met à distance. Finalement, quand on regarde les infos, d'ailleurs, on est pris dans une émotionnalité brute, potentiellement. On est pris dans de l'indignation, dans de la peur. Eh bien, pourquoi l'école ne serait pas quelque chose où il y a aussi un moment carrément de repos, hein, chez les Grecs. En fait, les Grecs, c'est en gros les philosophes grecs. C'est des gens qui avaient du temps. Hein. Je veux dire, quand votre principale préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais becqueter ce soir, ben, vous n'avez pas trop d'intérêt pour la philosophie. Parce qu'il y a des priorités. Mais justement, la philo et l'apprentissage, c'était le moment de la contemplation, c'était le moment du repos, c'était le moment où on mettait les tracas du quotidien à distance pour pouvoir contempler les idées, contempler la pensée, exercer sa pensée et peut-être justement sortir des tracas du quotidien. Et donc, je crois qu'on peut développer une vision du savoir qui est de cet ordre-là, qui est en même temps, le savoir peut causer du souci,
Et en même temps, apprendre, se poser des questions et prendre le temps de réfléchir et de se poser, ben, ça peut aussi justement apaiser certains soucis. C'est confrontons-nous finalement à la réalité, mais faisons-le dans une optique constructive. Et en plus, on peut même avoir du plaisir à apprendre. Ça peut, alors soit par le thème, soit par la pédagogie. Donc, heureux les ignorants, ben, ce n'est pas toujours vrai. On peut avoir du plaisir à apprendre. Ça peut être important au niveau moral, ça peut être important au niveau du plaisir, donc ça peut permettre de développer la moralité, tout comme pas nécessairement. Ça peut permettre du plaisir ou de l'apaisement, tout comme pas nécessairement. Ça peut avoir une certaine utilité, une certaine efficacité, comme j'ai pris plusieurs fois, apprendre à compter, apprendre à lire, ben ça peut nous permettre d'agir dans le monde, d'être efficace dans le monde. Apprendre à coder, ben c'est les métiers de demain. Donc c'est aussi se dire, ben en fait, si vous apprenez à coder, potentiellement demain, ben, vous aurez la garantie qu'il y aura l'argent qui tombera dans votre tirelire à la fin du mois. Ben, c'est quand même important. Enfin, je veux dire, c'est une des fonctions de l'école. Puis l'émancipation, ben, c'est aussi de dire le savoir peut permettre d'augmenter du pouvoir d'agir. Je l'ai dit suffisamment de fois dans les cours précédents et dans ce cours-ci. C'est le savoir sur les médias peut nous permettre d'avoir une vision plus critique des médias et peut-être de développer un discours alternatif, de peut-être prendre la parole d'une certaine manière, de peut-être utiliser nous-mêmes les médias pour développer une parole alternative. Et enfin, le savoir peut être aussi vu comme une nécessité. C'est ce que disait Ancionas. Ancionas, qu'on a donc, vous vous souvenez, Ancionas, c'est la personne qui nous dit, un philosophe qui nous dit, bah tiens, en fait, par rapport aux possibilités technologiques actuelles, il écrivait ça dans les années 70, hein, possibilités technologiques actuelles, l'humanité a le pouvoir de s'auto-détruire. Alors peut-être pas demain, mais à terme. Un jour, il y a ça qui nous pend sur le nez, quoi. Et on ne sait même pas quand, ni comment, ni pour quel truc que nous posons aujourd'hui, dans 100 ans ou dans 500 ans, eh ben, ça pourrait causer notre perte. Des actes que nous posons maintenant peuvent causer notre perte, peuvent causer la perte de l'humanité de générations futures. Et donc, on a tout intérêt à savoir, à peser le poids de nos actes aujourd'hui, à tâcher vraiment de développer notre connaissance pour poser les actes les plus responsables possibles. C'est-à-dire que si je ne sais même pas ce que telle technologie peut engendrer comme désastre dans 500 ans, ben, j'ai plutôt intérêt à faire le maximum pour savoir. C'est ça qu'il appelle l'heuristique de la peur. C'est, en gros, on a de bonnes raisons d'avoir peur aujourd'hui, mais que cette peur ne nous paralyse pas, qu'elle nous pousse à savoir pour éviter de détruire l'humanité. Je crois qu'il faut éduquer aux médias. Qu'est-ce que ça présuppose? Quand je dis « je crois qu'il faut éduquer aux médias », c'est quoi les présupposés derrière cette phrase? On a déjà tout un ensemble de trucs qui nous disent il y a une posture morale là derrière, il y a une posture normative qui est d'ailleurs derrière le « il faut ». Le mot « il faut », il y a du normatif. Il y a du non-relativisme, vous l'avez remarqué, il y a une bonne manière. S'il y a une bonne manière, ça ne veut pas dire que toutes les manières se valent. En fait, qu'il suffit de laisser les gens expérimenter à leur sauce. Non, il y a... Alors peut-être qu'une manière d'éduquer aux médias, c'est de laisser expérimenter à leur sauce. Dans ce cas, le dispositif serait plutôt relativiste. Mais si je dis en tout cas, il ne suffit pas de laisser les gens expérimenter les médias de manière seuls chez eux pour avoir un esprit critique à leur égard, eh bien, effectivement, je ne suis pas dans du relativisme, je ne suis pas dans du nihilisme. Ça va? Et donc, il y a l'idée, cette tension entre émancipation, vous pouvez aussi, émancipation-aliénation qui peut être mobilisée. Généralement, si je crois qu'il faut éduquer, ça veut dire que je crois que mon savoir a du sens, mon savoir sert à quelque chose, et donc potentiellement qu'il peut émanciper l'individu, peut-être par rapport à une aliénation provenant des médias. Et
En fait, quand je suis sur mon fil d'actu Facebook, potentiellement, je suis abruti par ce que je suis en train de faire. Peut-être pas derrière cette idée-là. Mais, et à ce moment-là, l'éducation média, c'est pouvoir développer un esprit critique qui me permette de récupérer du pouvoir d'agir. Voilà. Alors, il y a des études de cas que je vous invite à aller consulter.